Le grand pas a été officiellement franchi en Angleterre en 1978 par la naissance de Louise Brown, première petite fille conçue par fécondation in vitro grâce aux travaux des docteurs Patrick Steptoe et Robert Edwards. Depuis lors, les fécondations in vitro ont permis la naissance d'environ 6 millions d'enfants. Ces techniques sont généralement utilisées par des couples qui, après 12 mois d'activité sexuelle régulière, n'arrivent pas à concevoir un enfant. Lors d'une fécondation médicalement assistée, la femme est soumise à un traitement hormonal de gonadotropine, qui lui permet de produire plusieurs follicules en même temps. Sous narcose, une dizaine d'ovules lui sont prélevés. Les spermatozoïdes de l'homme sont alors mis en contact avec les ovules. Si les spermatozoïdes ne sont pas assez performants, on en choisit un et on l'injecte directement dans l'ovule. On parle dans ce cas d'injection intracytoplasmique du spermatozoïde. Entre 2 et 5 jours après, les ovules fécondés se transforment en embryons et ils sont donc prêts à être implantés dans l'utérus de la future mère. À ce stade, avant l'implantation, une cellule embryonnaire peut être prélevée et soumise à une analyse génétique. Ce diagnostic préimplantatoire se révèle très utile pour écarter des embryons porteurs de maladies génétiques graves, ou alors pour choisir des futurs enfants génétiquement compatibles pour un don de cellules. C'est le cas des bébés sauveurs ou bébés médicaments, comme Madame Nash, qui avait été conçue pour sauver sa petite sœur atteinte de l'anémie de Fanconi. Dans de nombreux pays, le diagnostic préimplantatoire est autorisé seulement dans des buts thérapeutiques. Mais la législation n'est pas égale partout. Certaines cliniques privées proposent ce diagnostic à des buts divers, comme le choix du sexe du futur enfant. Ceci peut faire peur car, selon leurs utilisations, ces techniques peuvent constituer une tendance à la réalisation de l'eugénisme. En effet, est-ce qu'un jour on sera tenté de sélectionner des embryons potentiellement plus sains, mais aussi plus beaux, plus forts et plus résistants? Est-ce qu'on fera des enfants en fonction d'un idéal génétique donné? Ces questions sont d'autant plus d'actualité que l'on assiste aujourd'hui à l'avancée spectaculaire d'un nouveau procédé qui permet de modifier ou de remplacer des gènes directement au niveau de l'embryon. Cette technologie est appelée CRISPR-Cas9, du nom de la protéine qui est capable de couper l'ADN comme un ciseau moléculaire de grande précision. Très efficace chez la souris et d'autres animaux, pour l'instant cette technique ne donne pas encore de très bons résultats chez l'être humain. Néanmoins, devant cette évolution si rapide de l'ingénierie génétique, de nombreux scientifiques appellent à la prudence et demandent un moratoire afin qu'on interdise les modifications génétiques chez les embryons humains. Les fécondations in vitro ouvrent aussi à d'autres possibilités. Lorsque les spermatozoïdes ou les ovules du couple sont défectueux, on peut concevoir un enfant en utilisant des cellules germinales qui proviennent d'autres hommes ou d'autres femmes. On assiste ainsi au don de spermatozoïdes et d'ovules. Si le don de sperme est très simple et ne comporte aucun danger, le don d'ovules est par contre une intervention médicale à tous les effets. Si les femmes ne sont pas correctement suivies et si elles ne reçoivent pas un traitement sur mesure, elles risquent de séquelles importantes. Dans certains pays, des jeunes femmes sont payées pour donner leurs ovules. Le salaire est encore plus intéressant si, de surplus, elles décident de devenir des mères porteuses. C'est-à-dire si elles acceptent d'accomplir une grossesse pour tierce, en sachant qu'au moment de la naissance, l'enfant sera confié à un autre géniteur. Une autre technique plus récente est la conception d'un bébé par 3 parents biologiques. Cette technique pourrait être utile dans le cas de maladies mitochondriales, transmises donc par la mère, et qui peuvent être responsables, entre autres, de problèmes cardiaques graves, de troubles neurologiques ou de dystrophie musculaire. Dans ce cas, la future mère fournit un ovule, une autre femme des mitochondries, qui sont saines, et un homme un spermatozoïde. Acceptée en Grande-Bretagne en 2015, cette technique devrait permettre la naissance d'un premier bébé en 2016. Toutes ces nouvelles technologies
de procréation assistée qui permettent de contourner de problèmes de stérilité et de réaliser donc le rêve d'avoir un enfant pour de nombreux couples, soulèvent néanmoins des débats d'ordre social, éthique et scientifique. Par exemple, que deviendront ces jeunes femmes qui, poussées par la pauvreté, donnent leurs ovules ou carrément leur corps pour mettre au monde un enfant qu'au final ne grandira pas avec elles? Quelle réponse on donnera un jour aux enfants issus de familles pluriparentales avec des parents biologiques que peut-être ils ne rencontreront jamais? Où allons-nous fixer les limites entre ce qui est techniquement faisable et ce que nous désirons réellement faire? À nous de choisir, car le futur est aussi dans nos mains.